Nouveau jour, IMOM sur 20 minutes, alternance 1 minute sur 2 d'un bloc d'exercice. Premier bloc, 5 tractions, 10 pompes, 15 squats. Deuxième bloc, 10 burpees. Donc 1 minute sur 2, hein. C'est odd, even, il marque sur le programme. Donc, je vais me lever, je vais mettre de la musique, je vais commencer. Donc le but d'un IMOM, c'est de tenir la cadence imposée. Ça devrait le faire, je suis pas du tout inquiet vis-à-vis de cette séance. Peut-être ai-je tort, on verra bien. C'est parti.
Monsieur Patrice.
Bon voilà, court, efficace. Je crois que je me suis planté sur le milieu là, autour de 10-12. Mais je pense que j'ai récupéré de toute façon. Enfin, je suis pas sûr, non, je crois que c'est bon puisque je tombe sur les paires, impaires à chaque fois. Enfin bref, on s'en fout. Je me suis challengé sur les 2 dernières minutes. Voilà, c'était pas obligé, mais bon, c'était comme ça, c'était au feeling. Donc voilà, je vous remercie. Alors si, ce que je vais faire, il me reste pas mal de temps. Je vais faire très court, mais je m'étais amené un bouquin et je vais en lire un extrait pour étoffer un peu la vidéo et puis ajouter quelque chose qui sort un peu de burpee, squat, sport, machin. Hop, je l'ai. Alors effectivement, c'était préparé à côté, mais au cas où je le fasse, au cas où je le ferai mal, je me suis un peu préparé à couper. C'est pour ça. Ben bref. Donc, extrait de Balzac, La recherche de l'absolu, qui est un roman extraordinaire et qui a beaucoup de choses à nous dire, à nous, sportifs ou artistes ou autres, nous qui créons une espèce de cartographie bien à nous, qui parfois nous envahit un petit peu trop. Et ce roman, bon, encore une fois, une tranche de vie à la Balzac, mais qui cache, du moins qui exprime plutôt, hein, une vérité percutante, extraordinaire, et puis avec son style inimitable. C'est parti. Il s'était en effet accompli chez Balthazar ce phénomène qui s'empare de toutes les personnes sédentaires. Sa vie dépendait, pour ainsi dire, des lieux avec lesquels il s'était identifié. Sa pensée, mariée à son laboratoire et à sa maison, les lui rendait indispensables, comme l'est la bourse aux joueurs, pour qui les jours fériés sont des jours perdus. Là étaient ses espérances. Là descendait du ciel la seule atmosphère où ses poumons pouvaient puiser l'air vital. Cette alliance des lieux et des choses entre les hommes, si puissante chez les natures faibles, devient presque tyrannique chez les gens de science et d'études. Quitter sa maison, c'était, pour Balthazar, renoncer à la science, à son problème. C'était mourir. Marguerite fut en proie à une extrême agitation jusqu'au moment du déjeuner. La scène qui avait porté Balthazar à vouloir se tuer lui était revenue à la mémoire, et elle craignait de voir se dénouer tragiquement la situation désespérée où se trouvait son père. Elle allait et venait dans le parloir en tressaillant chaque fois que la sonnette de la porte retentissait. Enfin, Balthazar revint. Pendant qu'il traversait la cour, Marguerite, qui étudia sa figure avec inquiétude, n'y vit que l'expression d'une douleur orageuse. Quand il entra dans le parloir, elle s'avança vers lui pour lui souhaiter le bonjour. Il la saisit affectueusement par la taille, l'appuya sur son cœur, la baisa au front et lui dit à l'oreille : « Je suis allé demander mon passeport. » Le son de la voix, le regard résigné, le mouvement de son père, tout écrasa le cœur de la pauvre fille qui détourna la tête pour ne point laisser voir ses larmes. Mais ne pouvant les réprimer, elle alla dans le jardin et revint après y avoir pleuré à son aise. Pendant le déjeuner, Balthazar se montra gai comme un homme qui avait pris son parti. « Nous allons donc partir pour la Bretagne, mon oncle, dit-il à M. Konings. J'ai toujours eu le désir de voir ce pays-là. On y vit à bon marché, répondit le vieil oncle. Mon père nous quitte, s'écria Félicie. Monsieur de Soulis entra. Il amenait Jean. Vous nous le laisserez aujourd'hui, dit Balthazar en mettant son fils près de lui. Je pars demain et je veux lui dire adieu. Emmanuel regarda Marguerite qui baissa la tête. Ce fut une journée morne, pendant laquelle chacun fut triste et réprima des pensées ou des pleurs. Ce n'était pas une absence, mais un exil. Puis tous sentaient instinctivement ce qu'il y avait d'humiliant pour un père à déclarer ainsi publiquement ses désastres en acceptant une place et en quittant sa famille à l'âge de Balthazar. Lui seul fut aussi grand que Marguerite était ferme et parut accepter noblement cette pénitence des fautes que l'emportement du génie lui avait fait commettre.
Quand la soirée fut passée et que le père et la fille furent seuls, Balthazar, qui pendant toute la journée s'était montré tendre et affectueux, comme il l'était durant les beaux jours de sa vie patriarcale, tendit la main à Marguerite et lui dit avec une sorte de tendresse mêlée de désespoir: « Es-tu contente de ton père ?»« Vous êtes digne de celui-là, répondit Marguerite en lui montrant le portail de Van Claes. Le lendemain matin, Balthazar suivit de Lemulquinier, monta dans son laboratoire, comme pour faire ses adieux aux espérances qu'il avait caressées et que ses opérations commençaient lui représenter vivantes. Le maître et le valet se jetèrent un regard plein de mélancolie en entrant dans le grenier qu'ils allaient quitter peut-être pour toujours. Balthazar contempla ces machines sur lesquelles sa pensée avait si longtemps plané et dont chacune était liée au souvenir d'une recherche ou d'une expérience. Il ordonna d'un air triste à Lemulquinier de faire évaporer des gaz ou des acides dangereux, de séparer des substances qui auraient pu produire des explosions. Tout en prenant ses soins, il proférait des regrets amers, comme on exprime un condamné à mort avant d'aller à l'échafaud. « Voici pourtant, dit-il en s'arrêtant devant une capsule dans laquelle plongeaient les deux fils d'une pile de Volta, une expérience dont le résultat devrait être attendu. Si elle réussissait, affreuse pensée, mes enfants ne chasseraient pas de sa maison un père qui jetterait des diamants à leurs pieds. Voilà une combinaison de carbone et de soufre, ajouta-t-il en se parlant à lui-même, dans laquelle le carbone joue un rôle de corps électropositif. La cristallisation doit commencer au pôle négatif, et dans le cas de décomposition, le carbone s'y porterait cristallisé. Ah, ça se ferait comme ça, dit Lemulquinier, en contemplant son maître avec admiration. Or, reprit Balthazar après une pause, la combinaison est soumise à l'influence de cette pile qui peut agir. Si monsieur veut, je vais en augmenter l'effet. Non, 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 il faut la laisser telle qu'elle est. Le repos et le temps sont des conditions essentielles à la cristallisation. Parbleu, faut qu'elle prenne son temps, cette cristallisation, s'écria le valet de chambre. Si la température baisse, le sulfure de carbone se cristallisera, dit Balthazar en continuant d'exprimer par lambeaux les pensées indistinctes d'une méditation complète dans son entendement. Mais si l'action de la pile opère dans certaines conditions que j'ignore, il faudrait surveiller cela. Il est possible... Mais à quoi pensais-je ? Il ne s'agit plus de chimie, mon ami. Nous devons aller gérer une recette en Bretagne. Claes sortit précipitamment et descendit pour faire un dernier déjeuner de famille, auquel assistèrent Pierrequin et Monsieur de Solis. Voilà. Bon, j'ai lu une phrase supplémentaire, j'aurais pu m'arrêter juste avant. Je vous laisse méditer là-dessus, il nous reste 2 minutes. Il y a même de grandes figures que vous connaissez peut-être qui seront suggérées à vos pensées en écoutant ce texte. Peut-être en faites-vous partie, je pense que c'est mon cas malheureusement. Voilà, soyez bien vigilants et vivez votre vie pleinement. Bonne journée.